tout le monde. Bonjour, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait combien de temps? Ça fait depuis début juillet. Début juillet, oui. 2 mois. On s'est octroyé un mois de vacances, ça veut dire. Comment ça va, Julia? On ne s'est pas vu depuis 2 mois. On ne s'est pas parlé depuis 2 mois, pas du tout. Oui, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on ne se parle pas en fait. Jamais. Oui, chi. Oui, je vais bien. Je vais bien. Mal au dos, mais je vais bien. D'accord, très bien. Et toi? Un peu, on en a un peu débriefé un peu avant. On a eu un petit mois série un peu tranquille. Oui. On n'a pas vu grand-chose. Oui. Donc on va peut-être faire un épisode court. Enfin, on vous dit ça, ça sera, on va vous parler 2 heures. Non mais oui, effectivement, il y a des périodes comme ça où il y a plein de choses qui font qu'on peut pas trop se poser devant des séries, et ce fut cette période. Donc on va faire au mieux, mais on a vu quand même certains trucs. Donc on va d'abord vous commencer par notre petit point habituel où nous allons vous parler de Drag Race, tiens, est-ce qu'on parle de All Star du coup? Oui. Bah oui, il y a eu All Star cet été. On a plein de choses, on a All Star, on a un petit bout de Hollande, on a un petit bout d'Espagne, on a plein de choses à dire sur Drag Race. Et ensuite, on va vous parler de quelques séries qu'on a vues. Sébastien a fini You're the Worst et sera ravi de vous en parler. Je suis libre. Moi, j'en ai vu peu, mais je vais vous en parler quelques-unes, en particulier Kevin Can Fuck Himself, que j'ai bien aimé. Ensuite, un petit pitch. Et puis ensuite, on avait pensé vous parler de la vie qu'on a vécue à Vancouver, moi 1 an, Sébastien 2 ou 3 semaines quand il était venu me voir, et de la chasse au lieu de tournage qu'il est possible de faire dans cette ville. On a assisté à pas mal de tournages pendant notre séjour là-bas et on voulait vous en parler parce qu'on a vu des trucs un peu rigolos et on voulait vous parler de ça. Donc ça, ce sera dans la dernière partie, et puis c'est tout. Et puis après, au dodo et au lit. Donc, on commence par quelle Drag Race? Eh ben, on va Espagne. Voilà. Espagne. Donc oui, pour si vous n'êtes pas au courant, la firme Drag Race s'est un peu étendue au-delà du territoire états-unien, puisqu'on a eu Canada, on a eu Angleterre et on a eu Espagne cet été. C'était cet été en fait. C'était cet été, oui. C'est ça. Plus ou moins. Qui se déroulait sans RuPaul. Il n'est jamais intervenu pendant toute la saison. La présentatrice était Supreme Deluxe et on a beaucoup aimé. On a beaucoup aimé. On est sorti de là vraiment très très content. Il y avait une super ambiance. Le casting était très bien. On a bien aimé à peu près tout le monde. Suprême était une super présentatrice, chaleureuse, gentille, compréhensive, contente d'être là. Les guest judges étaient très sympas aussi, les permanents comme les guest judges juste pour un épisode. Parmi les guest judges, il y avait une femme qui à des moments, oui, on sentait qu'elle se connaissait pas forcément grand-chose au drag, mais ça passait quand même, elle reconnaissait un peu ses limites. À un moment, il y a eu un roast, un épisode roast où... il rigolait souvent sur le fait que personne la connaissait et qu'elle avait rien à faire là. Elle était bonne publique, elle a beaucoup ri avec beaucoup d'autodérision. Non, on est vraiment sorti. Une saison aussi un peu ornie, ils étaient un peu tous excités, ils faisaient beaucoup de blagues de cul. Tu sens US c'est quand même une série, tu sens qu'ils veulent que ce soit une série familiale, donc ils sont un petit peu vulgaires, mais ça reste très subtil. Très PG. Espagne, ils voulaient tous se sauter dessus. C'était l'été. Et donc, celle qui a gagné, c'est Carmen Ferrala. Est-ce que tu es contente de cette victoire? Oui, c'était une victoire très obvious. Oui, mais ouais, elle était. À un moment, c'est devenu évident, quoi. Il y a des moments, des candidats, tu dis oui, bon, bah, ça sera elle. Exactement. Même si je me suis attachée pratiquement à toutes les queens, c'était évident qu'elle avait, elle avait un niveau vraiment élevé. Et puis, c'était pas juste qu'évident. Elle était vraiment très très bonne. J'ai beaucoup accroché à son drag, à sa personnalité. Elle a fait un dernier lip sync. Oui, elle était très gentille. Oui. Et qu'est-ce qu'elle était belle. Oh là là. Et
Ah mon Dieu, elle a fait un reveal de perruque mythique. Même ma petite sœur, qui à l'époque ne regardait pas vraiment Drag Race, quand elle a changé de perruque, elle a fait c'était cool ça. C'était beau. Donc non, pendant un moment quand même, j'ai presque cru que Sagittaria pouvait gagner. Hmm. J'aurais pu hésiter entre Carmen et Sagittaria parce qu'elle était vraiment Hmm. cool. Mais ouais, je sais pas, il y avait. Carmen, elle avait du cœur, elle avait du corps, elle Ouais, avait. c'est ça. Puis la série nous a offert des moments vraiment. Comment dire ça? Alors je sais pas à quel point Marquant. c'était manufacturé ou si c'était honnête, mais je trouvais qu'il y avait la série était très organique, était très naturelle. Quand il y Hmm. avait des retournements de situation ou des choses un peu, des choses auxquelles les juges ne s'attendaient Twist. pas, on y croyait. C'était toujours fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'émotion. Il y a eu des queens qui sont parties. Oui, bah, il y a eu le départ de Inti, que j'ai plutôt bien aimé. Là, et oui, il y a un moment, il y a une queen qui dit non, mais en fait, je veux pas. Elle est dans le bottom, donc elle est censée lip-syncer à la fin. Et, euh, et Suprême de Luxe choisit entre celles qui ont lip-synché, donc qui sont en bottom à la fin, qui part et qui reste. Et elle a dit non, mais en fait, je pars, je rentre chez moi, j'en ai marre. Vous voyez, on se comprend pas avec les juges. Je suis en difficulté depuis plusieurs épisodes. Ça m'amuse plus, C'est j'arrête. ça. Et Suprême de Luxe y est allée et elle a plutôt bien géré le truc. Elle a discuté avec elle. Elle était ferme et ouverte à la discussion. Et à un moment, quand Inti a dit non, mais c'est mort, elle a fait OK. Ok, Et ouais. Super, elle a fait OK, il n'y a pas de souci, on arrête. Et je te prends pas la tête. Je sens que que tu es décidé dans ta situation, que ça va juste apporter que du négatif, que j'insiste ou quoi. Donc on arrête là et voilà. Et l'autre, Ouais. elle me dit qu'elle est toute seule sur scène. Oui, C'était drôle. c'était un chouette lip sync, même si j'étais. Elles en ont reparlé à la réunion et je pense que no harm feeling, pas de rancœur entre tout le monde. C'était plutôt sympa. Elles avaient l'air toutes très proches les unes des autres aussi. C'était même s'il y avait Oui. les petites tensions habituelles, c'était quand même un groupe vachement soudé. C'est toujours agréable quand même ce genre de casting Ouais. et non, c'était Et puis ils génial. faisaient tout le temps la fête, ils chantaient, enfin les Ghost Jet chantaient, Oui. dansaient en même temps que les lip sync. Non, franchement, il y avait une On a ambiance. découvert plein de chansons, de chansons espagnoles, de la pop espagnole du coup et de la variété Oui. espagnole. Les mini challenges étaient plus proches d'Interville que de Drag Race. Des fois, il y avait Oui. vraiment aucun rapport avec Ça l'art du faisait un peu drag. clubman, oui. Il y avait un mini challenge. Elles devaient se mettre à deux dans des bacs avec du raisin dedans et donc les écraser avec leurs pieds, qui est une méthode quand on fait du vin, qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Et donc elles devaient celle qui écrasait et faisait le plus de jus. Donc, c'était très amusant à regarder, mais je me disais oui, qu'est-ce que ça fait dans Drag Race? Mais je ne m'en suis pas plaint. C'était très très drôle. Donc non, franchement, s'ils peuvent nous faire une deuxième saison comme ça, Ouais, elle nous manque et c'était. on veut qu'elle J'ai revienne l'impression que vite. pas beaucoup de gens l'ont regardé. Enfin, sur mon Instagram, il y a pas mal d'influenceurs et de journalistes américains qui suivent Drag Race et j'ai vu peu de gens parler de Espagne. Et c'est fort dommage parce que c'était une de mes plus belles saisons de toute la firme Drag Race. Et vraiment, gros Ouais. coup de cœur pour Suprême de Luxe. Elle est ma nouvelle juge préférée de tout ce qui a été fait hors de ce que RuPaul présente. Mm. Elle a vraiment. Puis j'ai l'impression qu'elle n'était pas si connue que ça. Enfin, elle était un peu au même niveau que les. Bah, je ne sais pas de première main, mais de ce que j'avais compris, c'est que par exemple, Poopy Poison, Étaient en tout le monde vue. pensait que c'était elle qui allait Ouais, présenter en c'est fait. ça. Enfin, qu'elle était du même. Peut-être aussi connue que Suprême de Luxe. Après, je sais pas ce qu'il en est vraiment. Je connais pas du tout la drag scène. Oui, Je connais voilà. juste la Prohibida et ça s'arrête là. Non, non, mais en tout cas, ouais, elle était très émotionnelle. En même temps, comme tu disais, elle était ferme mais très tendre. J'ai jamais vu une présentatrice Mm. pleurer autant à chaque fois qu'une queen devait partir. Enfin, tu sentais qu'elle y mettait beaucoup de cœur. J'aimais beaucoup ses looks aussi. Elle était magnifique à chaque fois.
Et puis les deux petits juges, les deux Javier, là, ils étaient super, super mignons. Il y en a un, pareil, il avait toujours les yeux mouillés, ils étaient tous en train de pleurer à chaque fois. Non, c'était charmant. Ils sont ornis et ils pleurent. Voilà, c'était charmant, charmant et très prenant. Oui, et Quasi puis sans tu te faute. sens plus proche culturellement de l'Espagne, Ouais. de cette culture. Mm. Donc c'était vraiment sympa à voir. Et donc on a eu tout All Star qui n'avait pas commencé encore quand on... Oh, je sais pas. Mais on a eu All Star et qui était... Alors que tu pensais de ce All Star? Il était bien. C'était bien. J'ai vraiment eu du mal au début, je ne sais pas pourquoi. Mhm. Mais ça a fini par... la saison a fini par me prendre et surtout... je suis folle de joie pour la gagnante de Mhm. cette saison. Bah on peut en parler quand même. De qui c'est? Donc Kylie a gagné. C'était vraiment une situation où je n'arrivais pas à deviner qui allait gagner. C'était assez agréable. Il n'y avait pas de... Comme on en avait déjà parlé, c'est vrai que s'il y avait une saison pour laquelle on aurait pu faire gagner 2 personnes, c'était celle-là. Alors je suis pas trop d'accord. Ouais. Parce que je trouve qu'elles avaient toutes les quatre fait un parcours si exceptionnel que en fait, n'importe laquelle des quatre m'aurait amplement satisfaite. Mais par contre, je voulais que une profite bien de sa victoire. Oui. C'est parce qu'elles étaient vraiment, pour moi, elles étaient toutes les quatre quasi au même niveau. Et, Mhm. c'était pas un problème comment on dit ça en départager deux. C'était laquelle des quatre va Mhm. gagner et celle qui gagne doit gagner quoi. Ouais. Elles ont eu un trop beau parcours. Mais j'avoue que j'étais, même si j'adorais les trois autres, il y avait une légère préférence de ma part pour Kylie parce que j'avoue j'avais complètement oublié cette queen parce elle était dans la saison 2, c'est ça? 3? Elle était dans la saison 2, elle est 2. partie très très vite, elle est partie au Snatch Game. Ah oui, d'accord, oui, donc c'était au début, mais je l'avais complètement oublié. Et, euh, et je trouvais que c'était. On en a déjà parlé, mais j'ai l'impression que depuis quelques saisons, All Star, c'est un peu devenu l'émission qui permet de couronner une queen qui aurait pu aussi être couronnée dans sa saison Mhm. de sa saison normale. Et là, pour une fois, je trouvais ça cool que ce soit une queen qu'on avait, qui n'était pas arrivée dans les finalistes de sa saison, que le grand Oui, que c'est pas public. un prix de consolation, quoi. Exactement. Là, c'est vraiment, elle est revenue beaucoup de saisons plus tard avec plein de nouvelles choses à nous proposer et il s'avère, voilà, qu'elle était la meilleure et elle est revenue dans le cœur de tout le monde et Bah, il y en avait pas mal c'était fantastique. dans cette saison. J'ai l'impression Oui, que leur définition du All-Star, c'est pas forcément quelle marque a laissé la Queen dans l'émission, mais plutôt ouais. quelle marque la Queen laisse dans le monde du drag en général, en dehors de l'émission. Kylie, elle était bien dans la saison 2, mais elle a pas laissé une marque incroyable, mais elle a énormément bossé après. C'est Ouais. aussi, le All-Star, aussi une façon de récompenser tout le travail que font les Queens post-Drag Race. Mm, mm. Auprès de leurs fans et la fanbase qu'elle se monte et tout. Gigli aussi. Gigli, elle a pas arrêté. Elle a pas arrêté de tourner dans plein de séries. Elle s'est formée aussi une fanbase autour d'elle. Et Mm, aussi, mm. il y a eu une super redemption story de Silky Ouais. dans cette saison-là qui nous a créé un des épisodes les plus mythiques de la série. Avec cette J'ai- espèce de battle de lip sync qu'elle a Ouais. traversé. Elle les a toutes descendues, telle une sniper, avec tous ces accessoires qu'elle a récupérés en commandant des trucs. Elle a fait des guitares avec des boîtes à pizza qu'elle a fait dans sa petite chambre d'hôtel. Et voilà quoi. Donc ouais, très très belle saison de All Star, on s'en souviendra. Bon, et Et ensuite, à 2 heures de Thalys, qui est une Vicky pourtant très proche de nous, mais si loin de nos cœurs. On a Drag Race Hollande. J'ai un peu forcé Julia à un peu avancer, à tenir au moins, aller jusqu'à l'épisode 4. j'avais commencé avant toi. C'est vrai, J'avais c'est vrai. repris avant toi. Parce que la 1 était pas fifole, mais elle La était 1, ce qui était bien, c'est que le casting était correcte. bien. Voilà. Je suis toujours pas mal de Queen de la saison 1 sur Instagram. Oui. Mais la La saison 2, 2, c'est une catastrophe. que dire.
Qu'est-ce qu'on peut, on Bah, n'aime pas trop être négatif sur Drag Race en général, mais là, il faut ils ont fait, il faut y aller, là. ils ont fait une erreur inadmissible. Ah Parce que oui, ça. tu veux déjà qu'on arrive déjà, Ah, mais pour donnons moi, un peu la la saison. peinture globale, la peinture Alors, globale, c'est toujours personnellement, mal. je trouve que la saison était pas très bonne, mais correcte jusque-là. Mhm. Enfin, c'était pas un truc incroyable. Et il y avait des C'est trucs toujours vraiment mal chiants. monté, c'est toujours mal écrit, c'est toujours mal réalisé, c'est toujours mal interviewé, c'est toujours mal présenté. Je trouve qu'ils sont pas améliorés là-dessus. Oui. Mais on va dire que ça m'a pas choqué. Et je trouve que le casting est moins sympathique que la saison Ça, 1. c'est, Là, ça, c'est sûr. En j'en aime fait, aucune sauf Vanessa. celles qui sont pas très sympathiques prennent beaucoup de place et éclipsent les quelques-unes qui sont vraiment touchantes et tout ça. Donc, ouais, c'est... Et donc, il y a eu cet épisode 4. Et puis, ce que j'aime pas dans cette émission de Drag Race Hollande, c'est que tu sens vraiment le discours en prod, en développement, en disant « Alors, dans Drag Race, ils ont fait quoi? Ils ont fait ça. Eh ben, on va faire pareil. » Et ils n'arrivent pas à faire ça de manière organique. Donc, Fred, on sent qu'il veut piquer tous les trucs de RuPaul, donc il rit super fort. Alors, ça marche pas, il a un rire, il a un rire très désagréable. Il lui porte limite les mêmes tenues que RuPaul. Enfin, ça marche pas du tout. Et puis, et souvent, ce qui se passe dans Drag Race US, enfin dans Drag Race en général, c'est qu'il y a un thème à chaque épisode pour les runways. Et souvent, il y a une queen qui essaye de faire passer un message politique beaucoup plus avenant, très souvent sur les Black Lives Matter, sur le droit des trans, etc., ou qui font un hommage à leur famille, à une perte, à un deuil, etc., etc. Mais souvent, c'est genre un look dans tout un épisode. Et là, donc j'imagine en prod Hollande, ils se sont dit « Oh, c'est super, eh ben, on va faire un thème de runway où ça va être que ça. » Et donc, on a cette enfilade de je ramène mon trauma en robe sur scène. Évidemment, il y a des histoires assez terribles, ou justes, ou vraies, qui collent. Et il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, dont la comtesse. Qui, je crois, en plus, l'ont très bien critiqué là-dessus. Donc, la comtesse, son thème, c'était quoi son thème? Ah oui, c'était briser les barrières. Donc, du coup, s'était fait elle avait pris 3 bouts de bois, qu'elle avait fait des espèces de barrières, comme une fenêtre, comme une espèce de canis. Et elle arrivait sur scène, elle a poussé devant elle, et elle l'a jeté par terre. Elle était là, waouh! Au bout de 5 secondes, elle met les pieds. Et son costume, elle ressemblait à Florence Welch, de Florence. Oui, c'était une espèce de Florence Welch avec une perruque affreuse. Je veux dire, si tu veux faire une perruque comme ça, tu prends une longueur qui t'arrive au niveau du cul, quoi. Pas au niveau des épaules. Parce que rien n'allait. Donc déjà, ça, c'était bof. Même une des judges, la judge qui est là, parce que c'est elle qui sponsor la saison, je me dis pourquoi elle est là. Elle lui a dit, tout ce que tu m'as vendu, c'est juste meuf privilégiée à Saint-Tropez. Tu m'as pas du tout vendu un problème social comme c'était le thème. Donc c'est là genre, bon d'accord. Et il s'est passé quoi après? C'est encore frais pour toi. Oui, je tiens à préciser que j'ai vu l'épisode il y a pas longtemps. Et c'est vrai que tu m'avais prévenu qu'il se passait un truc horrible dans cet épisode. Et donc, c'est vrai que tout l'épisode, je me suis dit, ouais, bah, c'est un épisode classique, quoi. Et donc, arrive la toute fin, arrive le lip sync. Entre The Countess. Est-ce que tu peux présenter The Countess? The Countess, donc, alors déjà, ce qui est très perturbant, c'est que pendant toutes les interviews, elle ressemble à Isabelle Balkany à 20 ans. Donc, voilà, à chaque fois qu'on la voit, c'est Isabelle Balkany. C'est Miss Femme, si vous voulez. C'est Miss Femme hollandaise. Voilà, si vous souvenez de Miss Femme saison 7, c'est ça. C'est le même style, la même personnalité, peut-être un peu moins froide que Miss Fame, mais en tout cas plus boring. Et, donc voilà, donc The Contest, la fine queen privilégiée, toujours détenue comme si elle était jet-setteuse. C'est ça. Voilà. Et elle se retrouve à lip-syncer contre Ivy Lynn Monroe. Voilà. Et Ivy, ça faisait déjà son 3e lip-sync. Oui. Et le lip-sync commence. Et clairement, Ivy ratatine la comtesse. C'est vraiment ça arrive très souvent dans Drag Race d'ailleurs, où ça commence, fait
ok, c'est bon, c'est fini. Je conteste pas. La gagnante est évidente. La Parce que The comtesse a Comtesse, elle a fait. juste fait, elle a fait l'essuie-glace. Mais non, mais mais elle n'a. Voilà, alors, je sais pas quel était son état d'esprit du moment, mais vraiment, on avait l'impression qu'on avait affaire à quelqu'un qui avait complètement abandonné et Hmm. qui n'y mettait pas du cœur. Et vraiment, moi, je me suis dit, ok, elle est très chamboulée d'être dans le bottom parce qu'elle c'est clairement une des favorites et une des plus fortes. Le stress a été plus fort qu'elle et elle se décompose et elle n'arrive pas à lip-syncer. Voilà, c'était Hmm. même un peu triste, Triste. quoi. Je me sentais mal pour elle. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ils vont devoir virer leur petit poulain. Et là, la présentatrice, Fred, dit, le lip sync était nul. Et comme vous avez été nuls toutes les deux, vous me forcez à regarder votre parcours jusque-là, parce qu'on en est au 4e épisode. Et je me vois dans l'obligation de renvoyer Ivy et de garder la comtesse, parce que la comtesse a fait une meilleure compétition jusque-là. J'ai j'ai envoyé 10 SMS à Sébastien, j'ai dit Quoi? Mais enfin, pour moi, faire un truc pareil, ça n'a jamais été fait dans toute l'histoire des Mais 30 quand c'est saisons fait, de... enfin, quand tu fais une élimination un peu manipulatrice comme ça, ils le font de manière un peu plus discrète et un peu plus Oui, subtile, et tu t'en rends compte plus tard en y réfléchissant. Mais là, c'est ça, mais c'était pas là. quand il y a quelque chose d'aussi flagrant. On C'est-à-dire en que a vu, on en a vu, mais ouais, pas aussi flagrant. pas à On ce en a vu point-là. des meufs mieux se démerder en lip sync perdre, mais c'est genre 60-40. Là, c'était 90 C'est versus ça. 10, quoi. C'est C'était. ça. Dans n'importe quelle saison de Drag Race États-Unis, ils auraient viré la comtesse. Et je trouve que il y Oui, a, et tant pis. même s'il y a des éliminations vraiment injustes par moment dans États-Unis, je trouve que quand des fois la réalité des choses impose une élimination, et même si ça fait mal de perdre une queen qui fait des super looks, eh ben on la vire. Voilà. Mm. Parce que je pense que il faut pas perdre l'essence de la série, c'est-à-dire ses règles du jeu. Et la règle du jeu, c'est que quand tu es en lip sync, eh ben, tout ce que tu as fait jusque-là n'a aucune importance. C'est ce que Mm. tu offres dans ces 3 minutes de lip sync qui va compter. Et à partir du moment où là, tu laisses entendre que ça n'a pas d'importance par moment, pour moi, ta saison est ruinée. C'est fini. Je ne peux plus prendre au sérieux les avis et les critiques de ces juges. Mm. C'est impossible. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment dégueulasse de faire un truc pareil. Et vu la tête d'Ivy, je pense qu'elle n'était pas ravie non plus parce que Bah oui. elle est partie vénère, on est d'accord. Enfin, Bah ça oui, se voyait enfin, énormément. c'était juste n'importe quoi. Non, non, ça m'a. Mais je suis outrée qu'il se soit Ah non, passé un truc mais pareil. je me suis levé de mon fauteuil, j'ai hurlé, je pense que tout l'immeuble m'a entendu, j'ai pesté pendant un quart d'heure en faisant les 100 pas dans l'appart. C'était, mais abominable. Ouais, non, c'est. Ouais, Je continue juste pour Vanessa, qui est un rayon de soleil. En Oui. plus, il y a eu l'épisode d'après, c'est l'épisode des makeovers, qui est plutôt. C'est rare un épisode de makeover raté. Où il y a toute leur petite famille qui viennent, et les looks en drague, c'est très très mignon. Il y a Vanessa, il y a son mec qui vient, qui est trop Oh. choupi, qui est trop gentil. Tu dis, oh mais Vanessa, elle est tellement merveilleuse et gentille et rayonnante. Et en plus, elle a un mec qui voit ça et qui lui renvoie, et c'est de la genre, oh, c'est mon OTP de toute la firme Drag Race. Ils sont trop mignons. J'ai pas compris ce qu'elle faisait dans. Elle était pas dans le bottom, mais presque, alors que je trouve que son look était magnifique d'ailleurs dans l'épisode Oui, des statements là. ouais. Du coup, le drama a aussi un peu éclipsé. C'était My Little Pony qui avait fait le look sur l'addiction de son père. C'était elle. Oui, Et oui, j'avais oui. bien aimé. Je trouve qu'elle était vachement Bah, émouvante. ils en Et, parlent après dans l'épisode Makeover parce qu'il y a quelqu'un de sa famille qui vient. d'accord. Ils en parlent. Oui, il Euh, était pas trop mal ce machin. Non, mais il y a des bonnes queens, hein, mais vraiment, là, ce qui s'est passé, c'est intolérable. Puis tu vois, on parlait de Drag Race, c'était Espagne qui était l'Espagne très culturellement présente, il y a des lip sync en espagnol. Hollande, il n'y a rien d'hollandais. Enfin, ils ont lip sync que sur du Katy Perry et du Britney Spears, des chansons qu'on a déjà vues
Oui. limite dans l'épisode de All Star qu'on voyait en même temps en parallèle. Si, les moments où ils font des trucs hollandais, c'est assez cringeant, comme un moment où ils se sont mis en espèce de survêt et ils ont dansé Oui, sur la musique techno. c'était trop bizarre, je ne connaissais pas du tout cette danse. Oui, enfin voilà, enfin, c'était genre non, mais il faut arrêter. Il faut que Fred parte et laisse la place à Raved Van Dorst, qui est un super guest judge qui est venu de temps en temps, qui avait remplacé Fred dans la saison 1, je sais pas si tu te souviens. Non. C'était, je sais plus quel épisode. Tu sais, à un moment, c'est le présentateur présente le challenge, elle se prépare, et puis après, le présentateur arrive et il fait un peu un tour de table, un peu comme tes profs qui viennent te voir. Alors, vous en êtes où? Et Fred n'était pas là. Peut-être pour une sorte de Covid ou une sorte d'emploi du temps. Et c'est Raven Vanders qui l'a fait. Et ça marchait super bien. Ça marchait 10 fois mieux que Fred. C'était genre une évidence. Eh ben Il, oui. il était sympa, il réagissait bien, il posait les bonnes questions, il était vachement plus charmant, beaucoup plus agréable à l'écran, ça marchait du tonnerre de Dieu. Et il revient en guest judge pendant 2 épisodes. Là, on dit, mais oui, mais faut qu'il reste. Enfin, il faut qu'il remplace Fred. C'est pas une drag queen, tant pis, mais merde, quoi. Non, non, mais oui, parce que ouais, il y a un truc qui marche pas avec Fred. Ouais, il crie tout le temps. Oui, je me fais agresser verbalement par lui à chaque épisode. Bon, Bon, ça fait une demi-heure qu'on parle de Drag Race, oui, mais assez de il y avait, négativité il y avait beaucoup de choses à dire. À suivre. à suivre. Eh bien, Sébastien, qu'as-tu vu Alors, comme série? donc j'ai fini You're the Worst, enfin. La 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 Et tu sais quoi? la. C'est quoi la grande ironie de ça? Je n'ai aucun souvenir de la dernière saison. Ah C'est-à-dire que bon? c'est en réécoutant le dernier podcast ce matin, en allant faire mes courses, que je me mets à parler de You're the Worst et je me suis dit, mais attends, j'ai fini You're the Worst? J'ai regardé sur mon bêta série. Ben oui, j'ai fini. Mais ça se termine comment? Je n'ai aucun souvenir de la dernière saison. Enfin, plus ou moins, mais je sais pas du tout ce que j'en ai pensé. J'avais peut-être sûrement plein de choses intéressantes à dire, mais Bah, c'est sorti de ma tête. qu'est-ce qui se passe à la fin? Il meurt? Non, 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 personne ne meurt quand même. Non, ils finissent ensemble, voilà quoi. Youpi, ils ont surmonté leur névrose et leur côté chiant, et ils sont même mariés, donc voilà. Ok. Ils se marient, leur pote se marie, et voilà quoi. Ils vécurent heureux. Donc, vas-y, donne une note finale à You're the Worst. Sur combien? A, B, C, D. Un C. Ah ouais, quand même. Je pensais que t'allais faire un B-. Oh non. Ah, on peut mettre des moins? Bon, Oh, un C plus alors. waouh. Ouais, non, ils m'ont fait perdre beaucoup de temps. Tu t'en souviens de cet épisode de Community où ils apprennent que les plus et les moins, ça ne compte pas? Ah C'est bon? juste pour... Oui, c'est Annie, je crois, qui apprend que... En fait, c'est juste pour faire plaisir à l'élève, mais Hmm. que foncièrement, si t'as eu un C+, t'as eu un C. Et ça provoque une riot dans la, dans la machin. Bref, désolé, je suis en train de revoir Community en ce moment. Donc voilà, je suis désolé, il n'y Euh, a pas de grande redemption Oui, c'est un story de peu ma part. Ouais, je suis désolé. anti-climax, cette fin de toi regardant You're the Worst. C'est un peu anticlimatique. Bon, Et toi, qu'as-tu vu? donc moi j'ai vu peu de choses, mais le peu que j'ai vu était pas trop mal. J'ai commencé une nouvelle série qui passe sur AMC aux États-Unis qui s'appelle Kevin Can Fuck Himself. Elle met en scène l'actrice de Schitt's Creek, la fille qui s'appelle Annie Murphy, Oui, celle qui chante Alexis. A Little Bit Alexis. Donc c'était son projet post Schitt's Creek. Et le concept est très très intéressant. Tu vois ce que c'est, Kevin Can Fuck Himself? Tu en as Oui, déjà entendu parler? oui. D'accord. Je sais plus si je t'en ai déjà parlé. Mais en gros, cette série reprend ce running gag, on va dire, dans l'histoire des sitcoms états-uniennes, que souvent, quand une sitcom parle d'une famille, comme Touche pas à mes filles ou
Euh, je connais que celui-là, mais vous voyez ce genre de sitcom où il y a... Oui, Love and Marriage. Oui, sûrement. Mais... Marié 2 enfants en français. Oui, c'est ça. Ah, ça s'appelle comme ça, Marié 2 enfants, d'accord. Mais donc généralement, on prend le gars qui joue le mari, on prend un acteur qui est... Alors, j'aime pas parler de beauté parce que c'est si subjectif, mais on va dire un peu quelconque physiquement, et l'actrice qu'ils prennent pour jouer sa femme est toujours une femme techniquement super belle, et que dans la vraie vie, entre guillemets, jamais ces deux personnes ne seraient en couple, machin. Et surtout que le mari prend beaucoup de place dans ces séries comparé Oui, que c'est un bon à rien, que c'est un enfant voilà. adulte. Ça va au-delà du physique. Oui, et puis c'est un trope qui est assez récurrent, et beaucoup dans les pubs d'ailleurs, où ce côté, en fin de compte, il faut vraiment que ce soit les femmes qui s'occupent du ménage, de la bouffe et des enfants, parce que les mecs sont nuls à chier. Donc c'est un truc qui veut se dire faussement positif, en mode, ah, vous voyez que les mecs sont nuls et que ils partagent pas les trucs, mais c'est un peu de l'incompétence performative pour que ce soit l'autre qui fasse le boulot à sa place, quoi. C'est ça, et qu'il y ait une fausse admiration pour cette femme forte qui porte la maison elle-même et tout ça. Et donc la série Kevin Can Fuck Himself part là-dessus, où en fait toutes les scènes, donc Annie Murphy joue, elle s'appelle Allison, et elle joue la femme dans ce foyer où ils n'ont pas d'enfants, ils sont que tous les deux dans cette maison de banlieue, et toutes les scènes qui sont en présence de son mari sont filmées comme une sitcom, multicam, avec des rires enregistrés, avec des couleurs hyper flash, des répliques très téléphonées, ce genre de choses. Mais dès que le mari sort de la pièce, l'esthétique de la série change complètement. Tout devient... Alors déjà, on passe du multicam au une caméra, donc une série... pas sitcom, on va dire, par exemple. Ça devient un peu Breaking Bad, on va dire, visuellement, la série. Ça devient hyper sombre, hyper gris, il n'y a aucune couleur. Et on n'est que du point de vue de cette femme qui est son mari de toute son âme, ce mari qui est... un espèce de bébé ambulant, il en est irréaliste complètement comme personnage, c'est plus une caricature qu'autre chose, mais donc on peut très bien comprendre pourquoi elle déteste son mari à ce point-là, et elle décide de le faire assassiner, en gros. Son but, c'est de tuer son mari, tellement elle en est arrivée au point où le divorce n'est même plus une option pour elle. Elle veut carrément le faire payer, en fait. Elle dit, il m'a fait trop de mal, je veux qu'il meure, voilà. Donc la série va un peu nous faire jouer sur la moralité de ces choses. Est-ce que vraiment ce monsieur mérite de mourir? Mais c'est très très drôle. Je trouve que le concept s'épuise un peu. Il n'y a que 8 épisodes dans la première saison. Et c'est pas une série que j'ai regardée d'une traite. Je me suis un peu ennuyée par moments. Je crois qu'en fait, le ton si gris et si maussade de la série m'a un peu foutu le cafard un peu par moment, en fait. Et c'était pas une série que j'avais hâte de remettre, mais c'était pas vraiment la faute de la série. Mais le concept est tellement bon que je vais la continuer, ça c'est sûr et certain. Tous les acteurs sont super bons. Annie Murphy est géniale. On a aussi une actrice que je connaissais pas du tout qui joue cette femme qui devient en fait sa meilleure amie. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mary Hollis Inboden, cette actrice, ça explore aussi l'amitié entre femmes d'une manière vachement touchante. Voilà, j'aime bien cette série. Je crois que c'est Rashida Jones qui l'a produite, et je ne connais pas du tout la créatrice de cette série. Je ne l'avais jamais croisée, elle s'appelle Valérie Armstrong. Mais ouais, très bonne idée, très bon concept, plutôt bien exécuté, et je continuerai en saison 2. Et en France, elle est sur Prime Video. Très bien. Voilà. Sympatoche. Qu'as-tu vu d'autre, Sébastien? Eh bien, ce week-end, j'étais chez des amis et qui m'ont fait découvrir 2 séries d'animation.
pour enfants, ados, jeunes adultes, on va dire. On a commencé par Barbie et sa maison de rêve. Et ben, Ouh. Barbie et sa maison de rêve, c'est très sympathique. Je pense que si vous traînez pas mal sur Internet, vous avez déjà croisé des mèmes de Barbie, vous avez déjà croisé des extraits de Barbie en animation de synthèse un peu vieillotte, ouais, donc ça date de 2012. Et c'est très très drôle. J'ai vu 2 épisodes, je me suis bien amusé et franchement j'ai bien envie de continuer. C'est très cartoonesque, c'est très méta, ça brise beaucoup le quatrième mur. Mais ça prend quand même la film Barbie au sérieux. On n'est pas là pour chier sur l'héritage de Barbie. Mais ça marche bien. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche bien comme humour. C'est complètement foufou. Ouais, c'est complètement cartoonex. C'est une espèce de texte avril sur Barbie avec de l'humour de la réplique qui descend tout le temps, une blague toutes les 10 secondes. C'est du court format, c'est 10 minutes. Donc Est-ce c'est que pour ça que ça c'est se est-ce, regarde vite. est-ce que c'est cette série où Barbie à un moment nous éduque sur l'intersectionnalité Alors, mais oui, et... mais ça, je crois que c'est du YouTube. Ça, je crois Ah, que c'est son c'est compte, pas la ça, série. c'est son contenu web. Enfin, je vois pas comment ils ont casé ça là-dedans. Ou c'est peut-être D'accord. des trucs qui étaient diffusés après sur la chaîne. Enfin, là, je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai vu pour le coup, c'était que de la blague, hein. Il n'y avait pas de passage moral à la fin. Éducatif, oui, d'accord. Voilà. Mais c'était très drôle. L'épisode que j'ai vu, c'est il y a une des filles qui fait un défilé de mode et Barbie doit venir défiler pour du coup apporter un peu de clout, d'influence, de public pour faire bien marcher ça. Son ami et son défilé de mode. Et il y a l'ennemi de Barbie, qui est très très drôle, on l'adore, qui du coup essaye un peu de s'aborder le truc et elle active une espèce de mode d'autodéfense de la maison de rêve de Barbie. Et du coup, le robot se retourne contre elle et essaye de les tuer. Du coup, c'est une espèce de course-poursuite entre le robot de la maison et Barbie et ses copines. Et c'est très drôle et c'est bourré de blagues. Elles sont dans une espèce de machine à laver géante pour laver tous les fringues de Barbie. Le freezer est un truc qui fait plusieurs centaines de mètres de long. Enfin, c'est très très drôle. C'était vraiment... Et toute la maison est détruite à la fin. Elle est reconstruite par Ken après. C'est, il la met dans une espèce de Ken. petite valise et il appuie sur un bouton et pouf, t'as la maison de Barbie qui se reconstruit sous nos yeux. Et non, franchement, c'était très très drôle. Et pour le coup, j'ai eu 2 épisodes. Par contre, on a un peu plus vu un autre truc qui s'appelle Centaur World, le monde des centaures. Ouh. Accrochez-vous. C'est encore plus. Là, je pense que c'est plus vraiment ado, jeune adulte. Je pense que les enfants peuvent voir, mais je pense que ça leur passera un peu au-dessus. C'est limite du Adult Swim, je trouve. Tu vois, Ah oui, d'accord. l'animation un peu à la Rick et Morty. Il y a un casting de ouf. Il y a la meuf qui joue Marilyn Monroe dans Smash. Ah oui. Il y a Fred de How I Met Your Mother, le héros, le mec qui se Ah, marie. Ted. Ted, pardon. Il y a Ted. Euh, il y a la voix officielle de Mickey Mouse en ce moment, qui est le patron Ah fou oui, dans l'épisode. dans l'épisode. Mais il y a pas mal de monde sympa. Il y a First Aid Kid, qui a un groupe suédois que j'aime bien, qui fait une guest à un moment, qui chante, parce que en fait, c'est une série musicale. En fait, ça commence, on a Cheval, le personnage s'appelle juste Cheval, qui est une jument d'une espèce de guerrière dans un monde sombre envahi par des gobelins et des trolls, une espèce de guerre sans fin. C'est un monde qui ne vit que de sang, de larmes et de terre. Tout est sombre et c'est hyper gloomy le début. Et donc sa maîtresse est une espèce de princesse guerrière ado. Enfin bon, vraiment le truc, c'est très dans le cliché des dessins animés un peu à la She-Ra, Avatar, Korra et tout ça, Dragon Prince et compagnie. Et tout d'un coup, il y a une espèce de situation de vie ou de mort entre les deux. Et il y a une espèce d'artefact magique, je sais plus comment ça se passe. Et elles sont séparées au-dessus d'une falaise, au-dessus de vide. Et Cheval se réveille dans un monde complètement acidulé, pop, tout mignon,
hystérique avec que des centaures, que des centaures partout. C'est-à-dire, les arbres sont des centaures, les rochers sont des centaures, les nuages sont des centaures. Et en fait, tout est un centaure quelque chose. T'as un zèbre centaure, une girafe centaure, un oiseau centaure, une coccinelle centaure, un lizard centaure. Enfin bon, bref, ça ne s'arrête pas. Et ils sont hystériques, fous, alliés. euh, ils font de la magie. Un de leurs pouvoirs, c'est qu'ils arrivent à cracher des espèces de petits œufs minuscules avec leurs pattes, mais du coup, qui deviennent conscients sur le moment, donc ils deviennent fous parce qu'ils comprennent pas c'est quoi le monde dans lequel ils sont, qui ils sont, quel est leur but dans leur vie, donc ça devient n'importe quoi. Donc le but, c'est que Cheval retrouve sa maîtresse. Et Cheval s'appelait juste Cheval parce qu'elle n'a pas de nom. Et du coup, les chansons sont super sympas. C'est des chansons très Disney, très le cœur à la main et tout, et très très honnête. C'est super bien chanté. Ah oui, la meuf qui joue le cheval, elle jouait dans Orange is the New Black. Elle s'appelle Kimiko Glenn. Et dans Orange is the New Black, elle jouait. C'est la chanson du Wikipédia. Ta. Ça fait longtemps qu'elle a joué. J'ai pas Brooke souvenir Soso, d'elle. c'est ça. Elle joue Brooke Soso. Et elle chante super bien. C'est une super chanteuse. Mais voilà. Alors, c'est pas une série qu'il faut binge-watcher parce qu'au bout d'un moment, ça tape un peu sur le système. C'est-à-dire, on en a vu 3 et on s'est dit en fait 3 c'est trop, 2 c'est bien. Au-delà de 2, il faut s'arrêter. Au-delà de 2, tu te dis non, mais en fait, tout est trop bizarre, tout est instable, tout. Et au bout d'un moment, il faut revenir à une narration plus linéaire et plus normale. Mais c'est très très drôle. J'ai beaucoup ri de mon cœur. Je pense que c'est vraiment le truc que tu aimes ou tu détestes. C'est-à-dire, si regardez le premier épisode. Si vous aimez pas, ne continuez pas. Je pense pas. C'est pas le genre de truc genre mais si après tel épisode, non, c'est what you see is what you get. What you get. Voilà. Donc c'était sympa de regarder ça. Bien. Et bien voilà, ça vous fait plein de séries à tenter. Et tu es prêt pour pitcher, Sébastien? Oui, je suis prêt. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Je sais pas ce que c'est. Ouh, Julia. C'est The Good Wife? Non, The Cry. Ouh. Within your rules. Donc, je crois que tu vas m'aider un peu. Mais si, il faut au moins que tu décrives cette scène. Donc, The Cry est une série australienne, Ça doit être anglais-australien. anglais et australien, avec notre chère et tendre Jenna Coleman, donc une des compagnes de Doctor Who, Victoria dans Victoria. C'est un bon Pas thriller. encore ma copine. Non, c'est un bon thriller. Donc ça commence. Oh, mais l'intro est super. C'est une espèce de montage parallèle. On sent que c'est un montage parallèle de plusieurs événements en même temps. C'est une espèce de gloubi-boulga, de plusieurs choses qui s'est passé sur cette femme-là qui est en train de parler à quelqu'un. On ne sait pas encore trop à qui elle parle au début. On ne sait pas si elle parle à un journaliste, on ne sait pas si elle parle à un psy, on ne sait pas si elle parle à un avocat, on ne sait pas si elle parle à un flic, on sait pas trop. Et elle parle beaucoup de dualité. Elle parle de masque, elle parle qu'il y a les deux personnes, qu'elle se sépare en deux, elle fait une espèce de mouvement avec ses mains qui est devenu mythique là. Et on comprend plus ou moins qu'elle est embarquée dans une espèce de problème judiciaire et on ne sait pas vraiment quoi, qui est très médiatisée parce qu'on voit beaucoup de journalistes autour d'elle qui lui hurlent dessus, on la voit, et en même temps on voit des images de feu, de savane australienne, de elle qui court et elle manque de se faire écraser par un camion, il y a un homme avec elle, enfin bon, il y a plein de choses très étranges. Et bon, donc voilà, donc c'est une entrée en matière très prenante. Ouh, d'accord, très bien. Et puis bon, après ça se stabilise et donc on se rend compte que c'est cette femme qui est mariée à un politicien. Un assistant de politicien, je crois. Oui, Ou c'est non, ça. je crois qu'il est responsable de la com d'un politique. Un mec assez influent, oui, je crois, et qui Ouais. est assez médiatisé aussi, je crois.
Peut-être un porte-parole, un et truc comme qui ça. vit, oui, voilà, ou qui est toujours à son taf, hein, il est hyper pris et tout ça. Et donc, il est marié avec le personnage de Jenna Coleman et ils ont un enfant ensemble. Et ils doivent aller en Australie. Je sais plus pourquoi. Parce que lui, il est australien. Donc, c'est pour voir sa famille. En fait, c'est Jenna Coleman et sa deuxième femme. Oui. Non, elle était techniquement Non, sa oui. maîtresse. C'est ça. Et il a quitté sa femme avec qui il avait déjà une fille pour Oui. Jenna Coleman. Et il du y va coup, pour récupérer la garde de la fille. exactement, il veut récupérer la garde de sa gamine qui est adolescente. Enfin, et voilà, il veut se battre pour sa garde. C'est ça. Donc Jenna Coleman, elle est pas hyper chaude. Le bébé, en plus, c'est limite s'il vient pas juste de naître. Enfin, il a quelques semaines. Et donc, se taper les 24 heures d'avion, elle est pas... enfin, bon, depuis le début, elle a un mauvais pressentiment. Il y a un truc qui va pas. Le vol en avion est abominable. Le bébé ne fait que pleurer. Je crois que les gens dans l'avion sont au bord de jeter le bébé par-dessus bord. Enfin, c'est hyper compliqué. Et tu sens que lui, il se dédouane complètement de tout ça. Il lui laisse toute la charge Il dort. pour... Hein? Il dort. Oui, fait il que dort. dormir. Je crois il se prend des pilules et il dort, quoi. Et donc, Ouais. elle va se démerder comme... C'est horrible. Je crois qu'il y a une vieille dame qui l'aide à un moment, qui dit, est-ce que je voulais que je tienne le bébé 5 minutes pour que vous puissiez un peu aller aux toilettes et pas avoir un truc qui vous hurle dessus dans l'oreille. Enfin, horrible. Un cauchemar. Un cauchemar, cet avion. Elle arrive en Australie, elle est au bout de sa vie, avec son mari et tout. Et ils prennent la route et ils roulent. Ils s'engueulent. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas une bonne ambiance dans ce couple de toute façon, de manière générale. Ils s'arrêtent à un truc pour. Ils s'arrêtent en ville un Supermarché. moment. Voilà, dans une espèce de supérette pour s'acheter à bouffer. Ils sortent tous les deux en même temps, je crois. Ils sortent tous les deux en même temps. Lui, il sort et d'un coup, elle tilt qu'elle a besoin de quelque chose et elle le rejoint. Oui, c'est ça. Elle tilt, elle sort. Ils reviennent. Et il n'y a plus de bébé. Dans la voiture. Dans la voiture. Le siège auto est vide. Et il n'y a plus. Et il y a plus de bébé. Et c'est parti. Et on est parti sur une histoire d'un bébé qui a disparu. C'est le genre de série, si elle était passée sur Netflix ou un truc comme ça, tout le monde serait obsédé par cette série. Oui, vous l'aurez tous vu. Tout le monde C'est serait un dessus. excellent thriller. C'est un excellent thriller. C'est vrai, c'est encore une histoire de gamin qui disparaît, mais non. Déjà, comme on disait, esthétiquement, au niveau du montage, c'est assez ouf. Jenna Coleman joue super bien. Lui, il joue très bien le connard. Avec Julien, on a une liste de mecs odieux à la télévision. Il est rentré dans le Panthéon, lui, en un épisode. Ouais. Il est, mais abominable, nul à chier, misérable. Et c'est extraordinaire. Et il y a un twist à un moment où je crois que le sol s'est échappé de mes pieds quand il y a eu cette scène, quand il y a eu cette réplique où était là genre oh, mais quoi. Et un énorme travail de montage, comme tu dis. Oui. Le montage est incroyable dans The Cry parce que ça marcherait pas sinon. Mm. Et puis elle est incroyable. Parce que le générique est magnifique, c'est une espèce de... C'est sa tête au ralenti, les cheveux au vent. C'est comme moi, je vois Jenna Coleman tout le temps. Tous les jours. Au ralenti, cheveux au vent. Non, mais c'est vrai que c'est une actrice c'est pas qu'on attend... tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est bonne et tout ça, mais c'est une incroyable actrice, Jenna Coleman. Et je trouve que The Cry, c'est une preuve que... Elle est excellente, elle a un range incroyable, elle a un timing comique génial dans Doctor Who, elle brise le cœur dans The Cry, enfin c'est... Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois. Ouais, 5, je crois. Ouais, non franchement, ça se regarde. Et c'est une mini-série, donc c'est vite regardé. Bon thriller. Je crois que c'était l'adaptation d'un roman, ou d'une nouvelle, un truc comme ça. Mais... Ah non, mais ouais, regardez The Cry. Enfin... c'est ce genre de série qu'on a l'impression d'être les deux seuls au monde à l'avoir vue. Parce qu'elle n'a pas été vraiment diffusée dans le monde entier. Et c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent. Ça m'a un peu appelé Broadchurch. Tu te mets à
à soupçonner tout le monde. Tu te dis Ouais. non mais c'est lui, non mais c'est elle, non mais c'est... Et tout le monde y passe quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis c'est hyper intriguant, comme on disait que le montage était un peu désordonné et on a un peu des flashbacks, on a des flash forwards, il y a des choses un peu structurées. T'es tout le temps Ouais. en tension, en recherche de compréhension, tu commences à faire des hypothèses, tu essaies de lier les choses enfin, c'est pas tout le temps, hein, c'est juste des petits moments qui saupoudrés dans les épisodes, mais ça marche bien et ça te suffit à renouveler ton intérêt et à te dire mais qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui s'est Mm. passé? Et puis ça aborde des sujets assez profonds à travers son personnage, sur la charge mentale dans un couple, Oui. Le couple hétéro qui vient d'avoir un bébé, la dépression postpartum, la solitude des jeunes mamans. Enfin, c'est vraiment, vraiment chouette. Ouais. Ben voilà. Comment conclus-tu ce pitch? Regardez The Cry. Eh bien maintenant, donc pour cette partie Voilà le jus d'orange, parlons de Vancouver. Où se trouve Vancouver? C'était il y a 10 ans, Julia. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quasi jour pour jour, là, je m'envolais pour Vancouver, qui était donc en partie... En fait, je voulais aller au Canada, aussi parce que je voulais pas aller aux États-Unis, et le Canada est un pays beaucoup utilisé pour les tournages. Et en tant que petite jeune étudiante en cinéma, je voulais aller dans un pays où il y a pas mal de tournages et d'opportunités cinématographiques. Donc il y a beaucoup de tournages à Montréal, énormément de tournages à Toronto, et on appelle Vancouver je crois qu'on l'appelle le Hollywood bis en fait, parce que c'est ça, la force de Vancouver. Donc si vous connaissez pas cette ville, elle se situe complètement à l'ouest du Canada. Elle est près de Seattle, voilà, dans la côte ouest des Amériques, et elle offre un range de paysages incroyable. C'est-à-dire, si tu veux une série qui se passe au Texas, tu peux trouver des paysages qui vont Texas à Vancouver. Si ça se passe au bord de la mer, il y a la mer. Si tu cherches de la neige, il y a la montagne. Si tu veux de la ville, le downtown fait très New York, fait très Chicago, fait très ce que tu veux. Je crois quasiment tous les Avengers, pas mal d'Avengers sont tournés là-bas, non? Enfin, pas mal de films de super-héros sont tournés à Vancouver, non? Non. Ah non. Bon. Non, je pense Marvel peut se permettre de ne pas tourner au Canada. Oui, non, tu as raison. Non, c'était plutôt... c'est les Twilight qui étaient tournés à Vancouver. Voilà. Ouais. Généralement, si vous voyez une série qui se passe à Seattle ou en Oregon... tout Stargate a été tourné à Vancouver. Voilà. Donc dès que vous voyez des villes dans Stargate, c'est Vancouver. Tout Battlestar, enfin beaucoup de séries de SF étaient tournées à Vancouver, parce que je pense que Sci-Fi est un peu canadien, je crois, non? Oui, en partie. Beaucoup de séries canadiennes sur Sci-Fi, effectivement. Quasi toutes les séries de la CW sont tournées à Vancouver aussi. Tout ce qui est Arrow, The Flash, Supergirl. The L Word était tourné à Vancouver. J'étais persuadé que c'était tourné à Los Angeles, parce qu'ils ont très bien caché le fait qu'ils sont en fait au Canada. Et si, X-Files est très connu pour être... Alors, petite anecdote d'ailleurs sur X-Files, elle est tournée au Canada pendant les 5 premières saisons, et je crois que c'était un souhait de David Duchovny et de Jen Anderson de ne plus tourner à Vancouver au bout d'un moment, ce que je peux comprendre puisque leur famille était à Los Angeles et qu'ils voulaient tourner à Los Angeles du coup. Et du coup, à partir de la saison 6, X-Files est tourné à Los Angeles, et ça se voit énormément... même visuellement, et c'est dans cette saison qu'il y a un épisode un peu mythique avec Bryan Cranston qui joue le personnage principal de Breaking Bad. Je rappelle que le créateur de Breaking Bad était un des scénaristes principaux d'X-Files, et c'est un épisode où Mulder est pris en otage dans sa propre voiture avec ce mec à l'arrière, qui a en fait une espèce de puce dans sa tête qui explose s'il ne bouge pas à une certaine vitesse. Donc en gros, il doit rouler en voiture constamment,
parce que sinon sa tête explose. Et c'est un épisode qui se passe que sur la route parce qu'il prend en joue Mulder et il dit roule, roule, roule. Et c'est le genre d'épisode qui n'aurait pas pu être tourné à Vancouver parce qu'il y a un truc que Vancouver n'a pas, c'est les grosses autoroutes. Et donc du coup, ils ont tourné cet épisode dans le grand désert de Los Angeles avec ses autoroutes sur des centaines de kilomètres. Et ils avaient expliqué que c'était pour montrer, bon voilà, regardez maintenant le genre d'épisode qu'on peut tourner maintenant qu'on n'est plus à Vancouver. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Mais donc, il est très probable quand vous vous baladez à Vancouver que tout d'un coup vous voyez, généralement c'est des panneaux qui sont très reconnaissables si on les cherche, grandes flèches orange et avec des 3 lettres. Chaque tournage a un nom de code, on va dire. Qui est 3 lettres, qui n'ont des fois aucun rapport avec la série. Enfin, c'est pas comme si Supernatural c'était SPN leur 3 lettres. Même des fois, ils choisissent des lettres un peu cryptiques pour ne pas attirer justement trop de fans sur le tournage. Et là, vous êtes sûr qu'il y a un tournage qui se fait dans la rue d'à côté ou ce genre de choses. Donc c'est une ville où il y a beaucoup de paparazzi aussi qui sont à l'affût de photos exclusives de grands films qui sont en train de se tourner. Il y a une communauté de fans très très avide de chercher où se trouve tel truc. Il y a des hashtags sur Twitter pour dire « j'ai vu Fringe sur telle rue, de telle heure à telle heure, machin, machin ». Donc on va dire que c'est une activité à temps plein pour certaines personnes de chercher des tournages à Vancouver. Et on en a vu quelques-uns. On en a vu quelques-uns. Donc nous, on est allé avec notre amie Yasmine te rejoindre à Vancouver pendant 2 semaines. On s'est loué un petit Airbnb, c'était sympa et on s'est dit bon bah on va aller croiser des tournages et bon il n'y avait qu'à se pencher pour les ramasser. Et en plus parce que vous êtes venu début mars ouais. Et mars à Vancouver c'est la période où se tournent les pilotes. Oui. Pour la saison d'après. Et on est tombé. Alors je sais plus si c'était un accident ou pas. On est tombé sur un tournage de Fringe. Non, vous saviez où c'était. Oui, on savait où c'était. Et on a failli... Genre, on était assis dans un parc, et puis tout d'un coup, il y a un assistant qui vient nous voir. Bonjour, pour info, on tourne là. Il se peut que vous soyez dans le champ de la caméra au fond. Est-ce que ça vous dérange? Bah non. Bon, au final, on ne voit pas du tout, mais on voit dans le plan plus ou moins où est-ce qu'on devait être dans le hors-champ. Et c'était une scène de foot avec même pas les personnages principaux de Fringe. C'était genre une scène d'intro d'un épisode entre un gamin et son père, je crois. Et mais voilà, c'est pour dire à quel point c'est là, quoi. C'est dans la rue, il suffit de descendre et il y en a absolument dans tous les sens. J'étais tellement jalouse parce que j'étais pas là. Mais t'en as vu, toi, des tournages, non? T'as pas vu de loin des trucs de SPN, ce genre de trucs? J'ai vu de loin des trucs de SPN. Au final, j'ai pas vu beaucoup de fois le tournage de Supernatural, honnêtement. On va dire que j'en ai vu 4 ou 5. C'est assez rigolo parce que c'est de la saison 7. Il y a vraiment des épisodes de la saison 7 où je sais où je suis pendant cette scène. C'est je suis derrière ce mur à ce moment-là. Tu t'entends respirer derrière le mur. C'est ça. Mais j'étais super jeune, hein. J'avais 22 ans quand je suis partie à Vancouver, donc j'étais vraiment un bébé. Et c'est tellement le genre de truc que je pourrais plus faire aujourd'hui quand je pense le temps que j'attendais des fois juste pour regarder Jared Padalecki sortir de l'Impala et courir dans un immeuble dans une situation dont je ne comprenais pas le contexte. Mais c'était super fun parce que c'est aussi l'occasion de... Je me suis fait beaucoup d'amis aussi sur ces tournages, donc on rencontre des personnes... un peu spécial des fois. J'arrivais à me dire il est bizarre ce fan, je vais pas traîner avec lui, et au contraire des gens qui partagent la même passion que toi, donc c'est très très cool. Mais ouais, moi j'ai vu Supernatural 4 ou 5 fois. Fringe, j'ai regardé un épisode de la dernière, c'était la dernière saison qui tournait, je sais pas si tu te souviens. Oui. Ils étaient dans une espèce de terrain vague et il y avait donc des barrières avec un cache en plastique, donc vous pouvez pas regarder, et il y avait juste un trou genre qui faisait la taille d'un œuf, honnêtement. Et on était 4 fans et un paparazzi sur le tournage, et on se relayait pour regarder
machin. Et c'était une scène, il y avait tout le monde en plus. Il y avait Anna Torv, il y avait Joshua Jackson, il y avait l'actrice qui jouait leur fille. Oui. Il y avait John Noble, enfin il y avait tout le monde, donc j'ai vu tout le monde faire ce petit œuf là, c'était trop fun. J'étais réputée donc je m'étais fait une copine sur ces tournages, j'étais réputée pour être the Blitz. Je sais pas si tu te souviens dans How I Met Your Mother, il y a une malédiction où tu es avec un groupe de potes et dès que tu pars, il se passe un truc génial Ah, que t'aurais vu si t'étais resté. ah non. Mais ce truc arrive que parce que t'es parti. Et moi, j'ai été le blitz sur les tournages à Vancouver. C'est qu'à chaque fois que je me disais, bon, c'est bon, j'en ai marre, je rentre, ou alors je dois aller bosser, je peux pas rester, un truc comme ça. Quand je partais, pouf, Joshua Jackson arrive et il signe des autographes à tout le monde. Et je mais comment elle fait, ah, si t'étais resté 2 minutes, il y avait Joshua Jackson. Je fais, oh non. T'as quand même croisé Thomas Dekker? Oui, oh, ça, j'ai déjà raconté cette histoire. Ah oui, c'est vrai. Mais, Bref. ouais. Donc, sur le tournage de The Secret Circle. The Secret Circle. Oui, oui, tu l'as raconté au pitch de The Secret Circle. Oui, ah, mais par contre, j'ai pas raconté ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, donc j'arrive sur le tournage, il était clairement à l'écart, vraiment personne. Il fumait sa clope. Il fumait sa clope, exactement. Et donc, je m'approche, mais vraiment très respectueusement, et donc je lui demande s'il est Thomas Dekker. Et là, il me fait un grand sourire et il commence à parler. Donc, je me suis dit, bon, ben, ça le dérange pas trop si je lui parle. Et à un moment, donc il est très charmant quand même, Thomas Dekker. Et à un moment, il me regarde, il fait. Donc on se parle en anglais évidemment, il fait Are you French? Êtes-vous française? Et donc je fais oui, bah oui, comment vous pouvez savoir? Et là il me regarde en souriant, il fait You can just tell. Genre ça se voit. Et donc mais c'était, enfin la manière dont il l'a dit, enfin si c'était shady, il le cachait très bien. Mais c'était plus... Enfin, c'était charmant, j'étais genre... Wow. Donc ouais, c'était très très fun. Et je me souviens, je lui avais dit que j'aimais trop Britt Robertson, la gamine de Life Unexpected, qui était aussi tournée à Vancouver. Et elle était dans la scène, elle était en train de bosser. Il m'a dit « Ah, mais je vais essayer de te l'amener, comme ça tu pourras lui parler, elle est très gentille et tout ça. » Il dit « Je te garantis rien, mais je vais essayer de te l'amener. » Et au final, ils sont jamais revenus. Donc, ou il m'a raconté des conneries, ou je pense qu'il a pas pu la ramener. Mais j'aurais adoré rencontrer Britt Robertson. J'étais vraiment super fan d'elle à l'époque. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Arrow. Oui. Ça me souvient pas d'Arrow. Il y avait lui là, Steve Amell, et il y avait la blonde Katie Cassidy, Miss CW. Ils sont en train de marcher dans la rue. J'ai zéro souvenir. J'étais peut-être pas là. Si, j'étais là. Pourquoi je serais pas là? Si, t'étais forcément là. Il n'y a qu'une fois où je suis parti. Et si, on est allé sur le gros tournage de Once Upon a Time. On est allé dans leur ville. Voilà. Dans leur petit village. On est allé en bus ou en métro, je sais plus. Ouais. Et ouais, on est allé... Donc du coup, je n'avais rien vu de Once. Donc, mais on a vu une voiture avec le nom de la ville, je crois. Ouais. Enfin, une voiture de flic. Tous les magasins, tous les faux magasins. La plage et tout. Ouais. Et mais non, mais ce qui est bien aussi à Vancouver, c'est que sans forcément tomber sur les tournages, effectivement, vous pouvez tomber sur des lieux de décors mythiques que vous retrouvez. Il y a pas mal de science-fiction. Il y a cette espèce de galerie marchande qui est beaucoup utilisée parce que c'est une espèce de bâtiment tout en cercle avec une architecture assez moderne qui effectivement peut faire penser un peu de la SF. On le voit dans le c'est la bibliothèque. C'est pas une galerie marchande. C'est la bibliothèque. Ah, je crois c'est que la bibliothèque de la. Non, c'est la bibliothèque de la ville. D'accord, donc c'est la bibliothèque de Vancouver. Si vous tapez ça, je pense que vous reconnaîtrez le lieu. C'est un lieu qu'on voit dans Fringe quand il y a une dimension parallèle, c'est où il y a le QG de la section Fringe. Dans Battlestar, c'est un moment où Sharon, quand elle est coincée sur Caprica au début avec Hello et qui retourne sur Caprica City et il tombe sur des cadavres, il tire sur des rats, on voit cet endroit-là. Donc c'est un endroit qu'on voit assez souvent. Et moi, si c'est là où j'y suis allé tout seul, donc c'est peut-être là où vous êtes allé voir Arrow. Je suis allé dans la fac de lettres de Vancouver, lettres, histoire et études sociales et tout ça, qui est paumé tout en haut d'une colline. J'ai pris un bus pendant super longtemps avec les étudiants, c'était drôle. Et donc c'est un endroit qu'on voit
beaucoup dans Stargate et dans Battlestar. Dans Battlestar, c'est le centre-ville de Caprica City qu'on voit, où il y a cette scène avec numéro 6 et le bébé, où on voit Laura Roslin qui va dans une fontaine à un moment. C'est aussi la planète des Tolan dans Stargate, cette espèce de place avec des espèces de couloirs couverts en carré comme ça. Donc en fait, c'est juste une fac de lettres. Tout ce qu'il y a de plus bien. Donc c'est assez rigolo d'être là-dedans, essayer de retrouver des plans qu'on a en tête. Je me suis un peu paumé là-dedans. C'était très sympa. À un moment, je suis tombé sur l'association LGBT de l'époque, enfin de Oui. l'époque, qui doit être chouette, mais je suis tombé sur une asso LGBT. Je vois une espèce de drapeau de rainbow flag à travers une fenêtre. Je dis l'appel, donc j'y suis allé, j'étais allé voir, on a discuté, c'était drôle, il me parlait de safe space et tout, qui n'étaient pas du tout des discussions qu'on avait il y a 10 ans, c'est fou comme ils étaient précurseurs, les Canadiens, ils sont forts là-dessus. Mais non, franchement, c'était franchement très sympa. Et, euh, et Vancouver, il y a beaucoup de choses à voir à Vancouver en dehors de tout ça, mais quand on a un heure de série, c'est assez rigolo de taper sur Internet et chercher les endroits comme ça. Mais Vancouver, c'est tout petit, hein. On dirait que c'est grand, mais tout peut se faire à pied, en fait. Enfin, Donc le c'est centre-ville, parce que quand tu vas vivre à Oui, Vancouver, tu vas plutôt vivre en banlieue où c'est vachement moins cher. oui, oui, Mais une fois que tu es dans le centre-ville, oui, c'est vraiment à taille humaine. On c'est dirait ça. limite une ville de Sims. Oui, exactement. Et c'est comme ça que tu peux tomber sur des lieux de tournage, en fait, parce que Ouais. tu marches, en fait, tout le monde marche à Vancouver. Mhm. Il y a que des bus. Alors si, quand vous fréquentez Vancouver, vous arrivez à reconnaître les bus vancouveriens qui s'appellent Translink. Et si tu regardes une série, d'un coup, on voit un bus Translink derrière, fait ah, c'est Tu peux entendre aussi Vancouver. les passages piétons qui font Oui, qui ont une espèce de repère sonore ouais. Il y avait des. pour t'aider à traverser. Donc tu Niveau, entends Niveau accessibilité, c'était plutôt. Bon, il y avait sûrement des trucs à revoir, mais elle était plutôt en. Enfin, j'avais jamais vu ça, moi, personnellement, quand j'y étais en 2012. Et ouais, il y a un signal sonore à chaque passage chaque piéton, place piéton, effectivement. ouais, au centre-ville. Ouais. The Cove. Euh, The Cove. Puis il y avait les studios aussi qui sont à Barnaby, on appelle Oui, ça. bah, c'est là où il y avait Stargate. Ouais. Voilà, Battlestar, c'est là où Sanctuary était tourné parce qu'ils n'ont pas les moyens de tourner en location, c'est-à-dire hors du Ouais. studio. Donc ils étaient toujours. À chaque fois qu'il y avait sur le hashtag tournage de Sanctuary, à chaque fois c'était impossible d'y aller parce que ils étaient en studio, c'était à Barnaby et c'était pas possible de la regarder. On pouvait peut-être y croiser Amanda Tapping et sa grue. Enfin voilà. C'est une très belle ville. En tout cas, si vous cherchez une destination au Canada, il n'y a pas, y a pas débat. Il n'y a pas débat. Et voilà, vous avez de la nature, de la forêt, de la montagne, de la Il y a plage, des musées. et des musées. Il y a un zoo. Ah oui, on est allé au zoo, voir Non, des. à l'aquarium. Il y a À un aquarium. l'aquarium. On est allé à l'aquarium. Euh, La nature est vraiment pas loin. Il y a le Stanley Park. Il y avait un bar sympa où on était allé. Oui, le Barney Stones. C'est ça. On s'était bien amusé. On avait goûté des Purple Nurple. Oui, C'était et on le shot dansait que sur prend du. Dean dans Friends. Non, Et on, Dean dans Supernatural. et on dansait sur du Martin Solveig. C'était vraiment 2010. Oui, c'est vrai que c'était l'ère de Martin Solveig. Non, mais ouais. Meilleure année de ma vie. Et je mets dans mon top 5 des meilleurs moments de ma vie le moment où je vous ai vu quand vous avez débarqué à l'aéroport. J'en revenais pas. Le bonheur qui était en moi à ce moment-là C'est beau. est incomparable. C'était genre... t'es à des milliers de kilomètres de chez toi et t'as tes deux meilleurs amis qui sont là, qui sont... C'était trop génial. Bref, on reparlera de Vancouver sûrement à d'autres occasions, mais ça vous donne une petite idée et des petites idées de visite si vous y allez. Exactement. Et ben voilà le jus d'orange. Et ben voilà le jus d'orange. Vous avez peut-être remarqué que notre page Tipeee n'est plus. Enfin, du moins, elle est inactive pour la bonne raison que nous l'avons supprimée. On ne sait pas si vous avez vu dans la presse, il y a
quelques semaines, non, la semaine dernière, des propos intolérables qu'ont eu les têtes de Tipeee, donc qui est une plateforme participative sur laquelle quelques très gentils fans de la chaîne nous aidaient financièrement depuis 1 an ou 2 maintenant. Il était devenu impossible pour nous suite à ces propos qu'on répétera pas, mais que voilà, vous pouvez très bien, si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver des articles qui en parlent, mais c'était devenu impensable pour nous de rester sur cette plateforme. Donc du coup, on a supprimé la plateforme. Elle sera supprimée complètement à partir de novembre. C'est pour ça que techniquement, elle est toujours en ligne parce que le truc ne part pas dès la suppression. Mais on ne peut plus interagir avec, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre on peut pas prendre de nouveaux tipeurs et tipeuses maintenant qu'elle est désactivée. Et donc voilà, pour l'instant, on ne s'est pas mis sur une nouvelle plateforme. On y réfléchit, voir laquelle on prend, quand on la prend. En tout cas, voilà. Si vous avez des conseils. Oui, si vous en connaissez certaines, on est ouvert à toute proposition. Pour nous orienter sur des idées. Donc les personnes qui nous soutenaient sur cette plateforme ont été mis au courant. On a envoyé un message à tout le monde pour expliquer ce qui se passait. Mais voilà, on tenait aussi à le dire à tout le monde si vous cherchez peut-être à nous rejoindre. Mais en tout cas, c'est l'occasion de nouveau remercier l'aide financière qu'on a eue ces dernières années qui a été très 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 agréable, et on vous remercie beaucoup encore une fois, et on se réinscrira sûrement sur autre chose, mais voilà, c'était très important pour nous de fermer cette page Tipeee parce que c'était juste pas possible. Exactement. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non, la rentrée démarre. Il y a des choses que tu attends, Cyril, là, pour cette nouvelle rentrée? Matrix. C'est ce que j'allais dire. On attend pas mal de films. Suffit les Matrix. Avec Julien, on est obsédé par le trailer de Matrix. On se le passe image par image. On a quasiment tout analysé. À qui appartient ce pouce? Non, honnêtement. On compare les paroles de la chanson qui passe derrière sur les plans qui passent. Mais n'empêche, tout colle. Hein. Cette bande-annonce est vraiment bien faite. C'est vrai que cette chanson est un peu cliché dès que les gens veulent raconter des histoires un peu tripantes, mais là pour le coup ça colle très bien à l'histoire. Exactement. La chanson de Jefferson Airplane. La chanson était écrite pour Matrix, de toute façon. Exactement. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un conte qui est adapté de Matrix. Ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Et en fait, ils se sont inspirés. Ah bon? Ils se sont inspirés de Matrix. Eh ben, je chercherai l'audiobook. Ouais, c'est super. J'adore quand il y a des faux contes comme ça qui sont mis à disposition. Non, qu'est-ce que j'attends? Si j'attends Midnight Mass, la nouvelle série de Mike Flanagan, un de mes réalisateurs préférés, qui avait fait The Haunting of Hill House et Bly Manor. Et j'ai très très hâte de Midnight Mass. J'ai l'impression que ça arrive de plus en plus vite, mais ça s'éloigne de plus en plus. Je veux que ça sorte là, je veux avoir peur. J'attends The Great British Bake Off. Et Drag Race UK. Ben oui. Et American Crime Story, on va peut-être pas en parler, mais t'as eu une impression un peu là sur le premier. Enfin, ça n'avait rien d'extraordinaire, on va dire. D'accord. Mais j'attends la suite. C'est pas mauvais. Ok, très bien. Et toi? J'attends pas grand-chose non plus. Ok, et ben on vous invite à aller regarder le trailer de Matrix 4. Enfin, c'est ce que je vais faire dès qu'on aura raccroché. Exactement. Bon. Eh bien, des bisous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Bye. Bye.